avant que vous ne vous lanciez dans la lecture de cette nouvelle, je vous précise maintenant que j'ai fini de la lire que c'est une nouvelle qui concerne l'esclavage. Donc on est en plein dans la traite. Donc il y a des violences physiques, des violences psychologiques, on va dire. Sont nommées des violences sexuelles, enfin sont sous-entendues. Mais rien n'est décrit. Donc il y a quand même un sacré paquet de racisme dans cette nouvelle, mais je trouve que la fin, on a une fin qui est quand même assez douce amère. Et voilà. Si tout ça ne vous rebute pas, je vous conseille de continuer. Et si le mot en haine vous dérange, il est précisé, enfin il est nommé plusieurs fois dans cette nouvelle. Je la trouve intéressante et je pense que c'est une nouvelle qui est sourcée, c'est ce que je vais vérifier. Si Prosper Mérimée s'est inspiré d'une anecdote en fait, de quelque chose qui s'est passé, parce que à cette époque-là, beaucoup d'écrivains réalistes, je sais pas de quel courant il dépend également, il dépend parce que je suis pas forcément calée là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il a quand même un espèce de souci du détail et du réalisme, voire de la véracité. Donc c'est possible que ce soit une histoire vraie, ou que ce soit inspiré d'un article qu'il a lu quelque part. A tout de suite pour la suite, et si vous vous arrêtez là, il n'y a pas de souci, on se retrouvera sur une autre nouvelle ou autre chose plus tard. Salut, bonne lecture. Tamango par Prosper Mérimée, dans Colomba et autres contes et nouvelles, chez Charpentier en 1845. Le capitaine Ledoux était un bon marin. Il avait commencé par être simple matelot, puis il devint aide-timonier. Au combat de Trafalgar, il eut la main gauche fracassée par un éclat de bois. Il fut amputé et congédié ensuite avec de bons certificats. Le repos ne lui convenait guère, et l'occasion de se rembarquer se présentant, il servit, en qualité de second lieutenant, à bord d'un corsaire. L'argent qu'il retira de quelques prises lui permit d'acheter des livres et d'étudier la théorie de la navigation, dont il connaissait déjà parfaitement la pratique. Avec le temps, il devint capitaine d'un lougre corsaire de 3 canons et de 60 hommes d'équipage, et les caboteurs de Jersey conservent encore le souvenir de ses exploits. La paix le désola. Il avait amassé pendant la guerre une petite fortune qu'il espérait augmenter aux dépens des Anglais. Force lui fut d'offrir ses services à de pacifiques négociants. Et comme il était connu pour un homme de résolution et d'expérience, on lui confia facilement un navire. Quand la traite des nègres fut défendue, et que pour s'y livrer il fallut non seulement tromper la vigilance des douaniers français, ce qui n'était pas très difficile, mais encore, et c'était le plus hasardeux, échapper aux croiseurs anglais, le capitaine Ledoux devint un homme précieux pour les trafiquants de bois d'ébène. Bien différent de la plupart des marins qui ont langui longtemps comme lui dans les postes subalternes, il n'avait point cette horreur profonde des innovations et cet esprit de routine qu'ils apportent trop souvent dans les grades supérieurs. Le capitaine Ledoux, au contraire, avait été le premier à recommander à son armateur l'usage des caisses en fer, destinées à contenir et conserver l'eau. À son bord, les menottes et les chaînes, dont les bâtiments négriers ont provision, étaient fabriqués d'après un système nouveau et soigneusement vernis pour les préserver de la rouille. Mais ce qui lui fit le plus d'honneur parmi les marchands d'esclaves, ce fut la construction, qu'il dirigea lui-même, d'un brick destiné à la traite, fin voilier, étroit, long comme un bâtiment de guerre et cependant capable de contenir un très grand nombre de noirs. Il le nomma l'Espérance. Il voulut que les entreponts, étroits et rentrés, n'eussent que 3 pieds 4 pouces de haut, prétendant que cette dimension permettait aux esclaves de taille raisonnable d'être commodément assis. Et quel besoin ont-ils de se lever ? « Arrivés aux colonies, disait Ledoux, ils ne resteront que trop sur leurs pieds. » Les Noirs, le dos appuyé au bordage du navire et disposés sur 2 lignes parallèles, laissaient entre leurs pieds un espace vide, qui dans tous les autres négriers ne sert qu'à la circulation. Ledoux imagina de placer dans cet intervalle d'autres nègres,
couchait perpendiculairement au premier. De la sorte, son navire contenait une dizaine de nègres de plus qu'un autre du même port. À la rigueur, on aurait pu en placer davantage, mais il faut avoir de l'humanité et laisser à un nègre au moins 5 pieds en longueur et 2 en largeur pour s'ébattre pendant une traversée de 6 semaines et plus. Car enfin, disait Ledoux à son armateur pour justifier cette mesure libérale, les nègres, après tout, sont des hommes comme les blancs. L'Espérance partit de Nantes un vendredi, comme le remarquèrent depuis des gens superstitieux. Les inspecteurs qui visitèrent scrupuleusement le brick ne découvrirent pas 6 grandes caisses remplies de chaînes, de menottes et de ces fers que l'on nomme, je ne sais pourquoi, barres de justice. Ils ne furent point étonnés non plus de l'énorme provision d'eau que devait porter l'Espérance, qui, d'après ses papiers, n'allait qu'au Sénégal pour y faire le commerce de bois et d'ivoire. La traversée n'était pas longue, il est vrai, mais enfin, le trop de précaution ne peut nuire. Si l'on était surpris par un calme, que deviendrait-on sans eau ? L'Espérance partit donc un vendredi, bien gréé et bien équipé de tout. Ledoux aurait voulu peut-être des mâts un peu plus solides. Cependant, tant qu'il commanda le bâtiment, il n'eut point à s'en plaindre. Sa traversée fut heureuse et rapide jusqu'à la côte d'Afrique. Il mouilla dans la rivière de Joal, je crois, dans un moment où les croiseurs anglais ne surveillaient point cette partie de la côte. Des courtiers du pays vinrent aussitôt à bord. Le moment était on ne peut plus favorable. Tamango, guerrier fameux et vendeur d'hommes, venait de conduire à la côte une grande quantité d'esclaves, et il s'en défaisait à bon marché, en homme qui se sent la force et les moyens d'approvisionner promptement la place, aussitôt que les objets de son commerce y deviennent rares. Le capitaine Ledoux se fit descendre sur le rivage, et fit sa visite à Tamango. Il le trouva dans une case en paille qu'on lui avait élevée à la hâte, accompagné de ses 2 femmes et de quelques sous-marchands et conducteurs d'esclaves. Tamango s'était paré pour recevoir le capitaine Blanc. Il était vêtu d'un vieil habit d'uniforme bleu, ayant encore les galons de caporal. Mais sur chaque épaule pendaient 2 épaulettes d'or attachées au même bouton, et ballottant, l'une par devant, l'autre par derrière. Comme il n'avait pas de chemise et que l'habit était un peu court pour un homme de sa taille, on remarquait entre les revers blancs de l'habit et son caleçon de toile de Guinée une bande considérable de peau noire qui ressemblait à une large ceinture. Un grand sabre de cavalerie était suspendu à son côté, au moyen d'une corde, et il tenait à la main un beau fusil à 2 coups, de fabrique anglaise. Ainsi équipé, le guerrier africain croyait surpasser en élégance le petit maître le plus accompli de Paris ou de Londres. Le capitaine Ledoux le considéra quelque temps en silence, tandis que Tamango, se redressant à la manière d'un grenadier qui passait la revue devant un général étranger, jouissait de l'impression qu'il croyait produire sur le blanc. Ledoux, après l'avoir examiné en connaisseur, se tourna vers son second et lui dit « Voilà un gaillard que je vendrais au moins 1000 écus, rendu sain et sans avarie à la Martinique. » On s'assit, et un matelot qui savait un peu la langue wolof servit d'interprète. Les premiers compliments de politesse échangés, un mousse apporta un panier de bouteilles d'eau-de-vie. On but, et le capitaine, pour mettre Tamango en belle humeur, lui fit présent d'une jolie poire à poudre en cuivre, ornée du portrait de Napoléon en relief. Le présent accepté avec la reconnaissance convenable, on sortit de la case, on s'assit à l'ombre en face des bouteilles d'eau-de-vie, et Tamango donna le signal de faire venir les esclaves qu'il avait à vendre. Ils parurent sur une longue file, le corps courbé par la fatigue et la frayeur, chacun ayant le cou pris dans une fourche longue de plus de 6 pieds, dont les 2 pointes étaient réunies vers la nuque par une barre de bois. Quand il faut se mettre en marche, un des conducteurs prend sur son épaule le manche de la fourche du premier esclave. Celui-ci se charge de la fourche de l'homme qui le suit immédiatement. Le second porte la fourche du 3e esclave, et ainsi des autres. S'agit-il de faire halte, le chef de file enfonce en terre le bout pointu du manche de sa fourche, et toute la colonne s'arrête. On juge facilement qu'il ne faut pas penser à s'échapper à la course, quand on porte, attaché au cou, un gros bâton de 6 pieds de longueur.
À chaque esclave mâle ou femelle qui passait devant lui, le capitaine haussait les épaules, trouvait les hommes chétifs, les femmes trop vieilles ou trop jeunes, et se plaignait de l'abâtardissement de la race noire. « Tout dégénère, disait-il. Autrefois c'était bien différent. Les femmes avaient 5 pieds, 6 pouces de haut, et 4 hommes auraient tourné seuls le cabestan d'une frégate pour lever la maîtresse ancre. » Cependant, tout en critiquant, il faisait un premier choix des noirs les plus robustes et les plus beaux. Ceux-là, il pouvait les payer au prix ordinaire, mais pour le reste, il demandait une forte diminution. Tamango, de son côté, défendait ses intérêts, vantait sa marchandise, parlait de la rareté des hommes et des périls de la traite. Il conclut en demandant un prix, je ne sais lequel, pour les esclaves que le capitaine blanc voulait charger à son bord. Aussitôt que l'interprète eut traduit en français la proposition de Tamango, Ledoux manqua tomber à la renverse de surprise et d'indignation. Puis, murmurant quelques jurements affreux, il se leva comme pour rompre tout marché avec un homme aussi déraisonnable. Alors Tamango le retint. Il parvint avec peine à le faire rasseoir. Une nouvelle bouteille fut débouchée et la discussion recommença. Ce fut le tour du noir à trouver folles et extravagantes les propositions du blanc. On cria, on disputa longtemps, on but prodigieusement d'eau-de-vie. Mais l'eau-de-vie produisait un effet bien différent sur les deux parties contractantes. Plus le Français buvait, plus il réduisait ses offres. Plus l'Africain buvait, plus il cédait de ses prétentions. De la sorte, à la fin du panier, on tomba d'accord. De mauvaises cotonnades, de la poudre, des pierres à feu, 3 barriques d'eau-de-vie, 50 fusils mal raccommodés furent donnés en échange de 160 esclaves. Le capitaine, pour ratifier le traité, frappa dans la main du noir plus qu'à moitié ivre, et aussitôt les esclaves furent remis aux matelots français, qui se hâtèrent de leur ôter leurs fourches de bois, pour leur donner des carcans et des menottes en fer, ce qui montre bien la supériorité de la civilisation européenne. Restait encore une trentaine d'esclaves. C'étaient des enfants, des vieillards, des femmes infirmes. Le navire était plein. Tamango, qui ne savait que faire de ce rebut, offrit au capitaine de les lui vendre pour une bouteille d'eau-de-vie la pièce. L'offre était séduisante. Ledoux se souvint qu'à la représentation des vêpres siciliennes à Nantes, il avait vu bon nombre de gens gros et gras entrer dans un parterre déjà plein et parvenir cependant à s'y asseoir en vertu de la compressibilité des corps humains. Il prit les 20 plus sveltes des 30 esclaves. Alors, Tamango ne demanda plus qu'un verre d'eau-de-vie pour chacun des 10 restants. Ledoux réfléchit que les enfants ne paient et n'occupent que demi-place dans les voitures publiques. Il prit donc 3 enfants. Mais il déclara qu'il ne voulait plus se charger d'un seul noir. Tamango, voyant qu'il lui restait encore 7 esclaves sur les bras, saisit son fusil et coucha en joue une femme qui venait la première. C'était la mère des 3 enfants. « Achète, dit-il au blanc, ou je la tue. Un petit verre d'eau-de-vie ou je tire. »« Et que diable veux-tu que j'en fasse ?» répondit Ledoux. Tamango fit feu, et l'esclave tomba morte à terre. « Allons, à un autre !» s'écria Tamango en visant un vieillard tout cassé. « Un verre d'eau-de-vie ou bien ?» Une de ces femmes lui détourna le bras, et le coup partit au hasard. Elle venait de reconnaître dans le vieillard que son mari allait tuer un guiriot ou magicien qui lui avait prédit qu'elle serait reine. Tamango, que l'eau-de-vie avait rendu furieux, ne se posséda plus en voyant qu'on s'opposait à ses volontés. Il frappa rudement sa femme de la crosse de son fusil, puis se tournant vers Ledoux. « Tiens, dit-il, je te donne cette femme. » Elle était jolie. Ledoux la regarda en souriant, puis il la prit par la main. « Je trouverai bien où la mettre, dit-il. L'interprète était un homme humain. Il donna une tabatière de carton à Tamango et lui demanda les 6 esclaves restants. Il les délivra de leurs fourches et leur permit de s'en aller où bon leur semblerait. Aussitôt ils se sauvèrent, qui de ci, qui de là, fort embarrassés de retourner dans leur pays, à 200 lieues de la côte. Cependant, le capitaine dit adieu à Tamango et s'occupa de faire au plus vite embarquer sa cargaison. Il n'était pas prudent de rester longtemps en rivière.
Les croiseurs pouvaient reparaître, et il voulait appareiller le lendemain. Pour Tamango, il se coucha sur l'herbe, à l'ombre, et dormit pour cuver son eau de vie. Quand il se réveilla, le vaisseau était déjà sous voile et descendait la rivière. Tamango, la tête encore embarrassée de la débauche de la veille, demanda sa femme, Aïché. On lui répondit qu'elle avait eu le malheur de lui déplaire et qu'il l'avait donnée en présent au capitaine Blanc, lequel l'avait emmenée à son bord. À cette nouvelle, Tamango, stupéfait, se frappa la tête, puis il prit son fusil, et comme la rivière faisait plusieurs détours avant de se décharger dans la mer, il courut par le chemin le plus direct à une petite anse, éloignée de l'embouchure d'une demi-lieue. Là, il espérait trouver un canot avec lequel il pourrait joindre le brick, dont les sinuosités de la rivière devaient retarder la marche. Il ne se trompait pas. En effet, il eut le temps de se jeter dans un canot et de joindre le négrier. Le doux fut surpris de le voir, mais encore plus de l'entendre redemander sa femme. « Bien donné ne se reprend plus, répondit-il, et il lui tourna le dos. Le noir insista, offrant de rendre une partie des objets qu'il avait reçus en échange des esclaves. Le capitaine se mit à rire, dit qu'Aïché était une très bonne femme et qu'il voulait la garder. Alors le pauvre Tamango versa un torrent de larmes et poussa des cris de douleur aussi aigus que ceux d'un malheureux qui subit une opération chirurgicale. Tantôt il se roulait sur le pont en appelant sa chère Aïché. Tantôt il se frappait la tête contre les planches, comme pour se tuer. Toujours impassible, le capitaine, en lui montrant le rivage, lui faisait signe qu'il était temps pour lui de s'en aller. Mais Tamango persistait. Il offrit jusqu'à ses épaulettes d'or, un fusil et son sabre. Tout fut inutile. Pendant ce débat, le lieutenant de l'Espérance dit au capitaine : « Il nous est mort cette nuit 3 esclaves. Nous avons de la place. Pourquoi ne prendrions-nous pas ce vigoureux coquin, qui vaut mieux à lui seul que les 3 morts ?» Le doux fit réflexion que Tamango se vendrait bien 1000 écus, que ce voyage, qui s'annonçait comme très profitable pour lui, serait probablement son dernier, qu'enfin, sa fortune étant faite, et lui renonçant au commerce d'esclaves, peu lui importait de laisser à la côte de Guinée une bonne ou une mauvaise réputation. D'ailleurs, le rivage était désert, et le guerrier africain entièrement à sa merci. Il ne s'agissait plus que de lui enlever ses armes, car il eût été dangereux de mettre la main sur lui pendant qu'il les avait encore en sa possession. Le doux lui demanda donc son fusil, comme pour l'examiner, et s'assurer s'il valait bien autant que la belle Aïché. En faisant jouer les ressorts, il eut soin de laisser tomber la poudre de l'amorce. Le lieutenant, de son côté, maniait le sabre, et Tamango se trouvant ainsi désarmé, 2 vigoureux matelots se jetèrent sur lui, le renversèrent sur le dos, et se mirent en devoir de le garrotter. La résistance du noir fut héroïque. Revenu de sa première surprise et malgré le désavantage de sa position, il lutta longtemps contre les 2 matelots. Grâce à sa force prodigieuse, il parvint à se relever. D'un coup de poing, il terrassa l'homme qui le tenait au collet. Il laissa un morceau de son habit entre les mains de l'autre matelot et s'élança comme un furieux sur le lieutenant pour lui arracher son sabre. Celui-ci l'en frappa à la tête et lui fit une blessure large, mais peu profonde. Tamango tomba une seconde fois. Aussitôt, on lui lia fortement les mains et les pieds. Tandis qu'il se défendait, il poussait des cris de rage et s'agitait comme un sanglier pris dans les toiles. Mais, lorsqu'il vit que toute résistance était inutile, il ferma les yeux et ne fit plus aucun mouvement. Sa respiration forte et précipitée prouvait seule qu'il était encore vivant. « Parbleu !» s'écria le capitaine Ledoux. « Les Noirs qui l'ont vendu vont rire de bon cœur en le voyant esclave à son tour. C'est pour le coup qu'ils verront bien qu'il y a une providence. » Cependant, le pauvre Tamango perdait tout son sang. Le charitable interprète, qui la veille avait sauvé la vie à 6 esclaves, s'approcha de lui, banda sa blessure et lui adressa quelques paroles de consolation. Ce qu'il put lui dire, je l'ignore. Le noir restait immobile, ainsi qu'un cadavre. Il fallut que 2 matelots le portassent comme un paquet dans l'entrepont, à la place qui lui était destinée. Pendant 2 jours, il ne voulut ni boire ni manger. À peine lui vit-on ouvrir les yeux.
Ses compagnons de captivité, autrefois ses prisonniers, le virent paraître au milieu d'eux avec un étonnement stupide. Telle était la crainte qu'il leur inspirait encore, que pas un seul n'osa insulter à la misère de celui qui avait causé la leur. Favorisé par un bon vent de terre, le vaisseau s'éloignait rapidement de la côte d'Afrique. Déjà sans inquiétude au sujet de la croisière anglaise, le capitaine ne pensait plus qu'aux énormes bénéfices qui l'attendaient dans les colonies vers lesquelles il se dirigeait. Son bois d'ébène se maintenait sans avarie. Point de maladie contagieuse. 12 nègres seulement, et des plus faibles, étaient morts de chaleur. C'était bagatelle. Afin que sa cargaison humaine souffrît le moins possible des fatigues de la traversée, il avait l'intention de faire monter tous les jours ses esclaves sur le pont. Tour à tour, un tiers de ces malheureux avait 1 heure pour faire sa provision d'air de toute la journée. Une partie de l'équipage les surveillait, armés jusqu'aux dents, de peur de la révolte. D'ailleurs, on avait soin de ne jamais ôter entièrement leurs fers. Quelquefois, un matelot qui savait jouer du violon les régalait d'un concert. Il était alors curieux de voir toutes ces figures noires se tourner vers le musicien, perdre par degrés leur expression de désespoir stupide, rire d'un gros rire et battre des mains quand leur chaîne le leur permettait. L'exercice est nécessaire à la santé. Aussi, l'une des salutaires pratiques du capitaine Ledoux, c'était de faire souvent danser ses esclaves, comme on fait piaffer des chevaux embarqués pour une longue traversée. « Allons, mes enfants, dansez, amusez-vous », disait le capitaine d'une voix de tonnerre, en faisant claquer un énorme fouet de poste. Et aussitôt, les pauvres noirs sautaient et dansaient. Quelque temps, la blessure de Tamango le retint sous les écoutilles. Il parut enfin sur le pont. Et d'abord, relevant la tête avec fierté au milieu de la foule craintive des esclaves, il jeta un coup d'œil triste, mais calme, sur l'immense étendue d'eau qui environnait le navire. Puis il se coucha, ou plutôt, se laissa tomber sur les planches du tillac, sans prendre même le soin d'arranger ses fers, de manière qu'ils fussent moins incommodes. Ledoux, assis au gaillard d'arrière, fumait tranquillement sa pipe. Près de lui, Aïché, sans fer, vêtue d'une robe élégante de cotonnade bleue, les pieds chaussés de jolies pantoufles de maroquin, portant à la main un plateau chargé de liqueurs, se tenait prête à lui servir à boire. Il était évident qu'elle remplissait de hautes fonctions auprès du capitaine. Un noir, qui détestait Tamango, lui fit signe de regarder de ce côté. Tamango tourna la tête, l'aperçut, poussa un cri, et se levant avec impétuosité, courut vers le gaillard d'arrière, avant que les matelots de garde eussent pu s'opposer à une infraction aussi énorme de toute discipline navale. « Aïché !» cria-t-il d'une voix foudroyante, et Aïché poussa un cri de terreur. « Crois-tu que dans le pays des Blancs, il n'y ait point de Mama Jumbo ?» Déjà, des matelots accouraient, le bâton levé. Mais Tamango, les bras croisés et comme insensible, retournait tranquillement à sa place, tandis qu'Aïché, fondant en larmes, semblait pétrifiée par ces mystérieuses paroles. L'interprète expliqua ce qu'était ce terrible Mama Jumbo, dont le seul nom produisait tant d'horreur. « C'est le croque-mitaine des nègres, » dit-il. « Quand un mari a peur que sa femme ne fasse ce que font bien des femmes en France comme en Afrique, il la menace du Mama Jumbo. Moi qui vous parle, j'ai vu le Mama Jumbo, et j'ai compris la ruse, mais les Noirs, comme c'est simple, cela ne comprend rien. Figurez-vous qu'un soir, pendant que les femmes s'amusaient à danser, à faire un folfare comme ils disent dans leur jargon, voilà que d'un petit bois bien touffu et bien sombre, on entend une musique étrange, sans que l'on vît personne pour la faire. Tous les musiciens étaient cachés dans le bois. Il y avait des flûtes de roseau, des tambourins de bois, des balafos, des guitares faites avec des moitiés de calebasse. Tout cela jouait un air à porter le diable en terre. Les femmes n'ont pas plutôt entendu cet air-là qu'elles se mettent à trembler. Elles veulent se sauver, mais les maris les retiennent. Elles savaient bien ce qui leur pendait à l'oreille. Tout à coup, sort du bois une grande figure blanche, haute comme notre mât de perroquet, avec une tête grosse comme un boisseau, des yeux larges comme des écubiers, et une gueule comme celle du diable avec du feu dedans. Cela marchait lentement, lentement,
et cela n'alla pas plus loin qu'à demi-encablure du bois. Les femmes criaient « Voilà Mama Jumbo !» Elles braillaient comme des vendeuses d'huîtres. Alors les maris leur disaient « Allons, coquines, dites-nous si vous avez été sages. Si vous mentez, Mama Jumbo est là pour vous manger toute crue. » Et il y en avait qui étaient assez simples pour avouer, et alors les maris les battaient comme plâtre. Et qu'était-ce donc que cette figure blanche, ce Mama Jumbo ? Demanda le capitaine. Eh bien, c'était un farceur, affublé d'un grand drap blanc, portant, au lieu de tête, une citrouille creusée et garnie d'une chandelle allumée au bout d'un grand bâton. Cela n'est pas plus malin, et il ne faut pas de grands frais d'esprit pour attraper les noirs. Avec tout cela, c'est une bonne invention que le Mama Jumbo, et je voudrais que ma famille crût. « Pas la mienne, » dit le doux. « Si elle n'a pas peur de Mama Jumbo, elle a peur de Martin Bâton. Et elle sait de reste comment je l'arrangerais si elle me jouait quelques tours. Nous ne sommes pas endurants dans la famille des Ledoux. Et quoique je n'ai qu'un poignet, il manie encore assez bien une garcette. Quant à votre drôle là-bas, qui parle du Mama Jumbo, dites-lui qu'il se tienne bien et qu'il ne fasse pas peur à la petite mère que voici, où je lui ferai si bien ratisser les chines que son cuir de noir deviendra rouge comme un roast-beef cru. » À ces mots, le capitaine descendit dans sa chambre, fit venir Aïché et tâcha de la consoler. Mais ni les caresses, ni les coups même, car on perd patience à la fin, ne purent rendre traitable la belle négresse. Des flots de larmes coulaient de ses yeux. Le capitaine remonta sur le pont, de mauvaise humeur, et querella l'officier de quart sur la manœuvre qu'il commandait dans le moment. La nuit, lorsque presque tout l'équipage dormait d'un profond sommeil, les hommes de garde entendirent d'abord un chant grave, solennel, lugubre, qui partait de l'entrepont, puis un cri de femme horriblement aigu. Aussitôt après, la grosse voix de Ledoux, jurant et menaçant, et le bruit de son terrible fouet retentirent dans tout le bâtiment. Un instant après, tout rentra dans le silence. Le lendemain, Tamango parut sur le pont, la figure meurtrie, mais l'air aussi fier, aussi résolu qu'auparavant. À peine Aïché l'eut-elle aperçu, que quittant le gaillard d'arrière où elle était assise à côté du capitaine, elle courut avec rapidité vers Tamango, s'agenouilla devant lui, et lui dit avec un accent de désespoir concentré « Pardonne-moi, Tamango, pardonne-moi !» Tamango la regarda fixement pendant une minute, puis remarquant que l'interprète était éloigné, « Une lime, dit-il. Et il se coucha sur le tillac en tournant le dos à Aïché. Le capitaine la réprimanda vertement, lui donna même quelques soufflets, et lui défendit de parler à son ex-mari. Mais il était loin de soupçonner le sens des courtes paroles qu'ils avaient échangées, et il ne fit aucune question à ce sujet. Cependant, Tamango, renfermé avec les autres esclaves, les exhortait jour et nuit à tenter un effort généreux pour recouvrer leur liberté. Il leur parlait du petit nombre des Blancs, et leur faisait remarquer la négligence toujours croissante de leurs gardiens. Puis, sans s'expliquer nettement, il disait qu'il saurait les ramener dans leur pays, vantait son savoir dans les sciences occultes, dont les Noirs sont fort entichés, et menaçait de la vengeance du diable ceux qui se refuseraient à l'aider dans son entreprise. Dans ses harangues, il ne se servait que du dialecte des Peuls, qu'entendaient la plupart des esclaves, mais que l'interprète ne comprenait pas. La réputation de l'orateur, l'habitude qu'avaient les esclaves de le craindre et de lui obéir, vinrent merveilleusement au secours de son éloquence, et les Noirs le pressèrent de fixer un jour pour leur délivrance, bien avant que lui-même se crût en état de l'effectuer. Il répondit vaguement aux conjurés que le temps n'était pas venu, et que le diable, qui lui apparaissait en songe, ne l'avait pas encore averti, mais qu'ils eussent à se tenir prêts au premier signal. Cependant, il ne négligeait aucune occasion de faire des expériences sur la vigilance de ses gardiens. Une fois, un matelot, laissant son fusil appuyé contre les plabords, s'amusait à regarder une troupe de poissons volants qui suivait le vaisseau. Tamango prit le fusil et se mit à le manier, imitant avec des gestes grotesques les mouvements qu'il avait vu faire à des matelots qui faisaient l'exercice. On lui retira le fusil au bout d'un instant. Mais il avait appris qu'il pourrait toucher une arme sans éveiller immédiatement le soupçon, et quand le temps viendrait de s'en servir,
Bien hardi celui qui voudrait la lui arracher des mains. Un jour, Aïché lui jeta un biscuit en lui faisant un signe que lui seul comprit. Le biscuit contenait une petite lime. C'était de cet instrument que dépendait la réussite du complot. D'abord, Tamango se garda bien de montrer la lime à ses compagnons. Mais lorsque la nuit fut venue, il se mit à murmurer des paroles inintelligibles qui l'accompagnaient de gestes bizarres. Par degrés, il s'anima, jusqu'à pousser des cris. À entendre les intonations variées de sa voix, on eût dit qu'il était engagé dans une conversation animée avec une personne invisible. Tous les esclaves tremblaient, ne doutant pas que le diable ne fût en ce moment même au milieu d'eux. Tamango mit fin à cette scène en poussant un cri de joie. « Camarade !» s'écria-t-il. « L'esprit que j'ai conjuré vient enfin de m'accorder ce qu'il m'avait promis, et je tiens dans mes mains l'instrument de notre délivrance. Maintenant, il ne vous faut plus qu'un peu de courage pour vous faire libre. » Il fit toucher la lime à ses voisins, et la fourbe, toute grossière qu'elle était, trouva créance auprès d'hommes encore plus grossiers. Après une longue attente, vint le grand jour de vengeance et de liberté. Les conjurés, liés entre eux par un serment solennel, avaient arrêté leur plan après une mûre délibération. Les plus déterminés, ayant Tamango à leur tête, lorsqu'ils monteraient à leur tour sur le pont, devaient s'emparer des armes de leurs gardiens. Quelques autres iraient à la chambre du capitaine pour y prendre les fusils qui s'y trouvaient. Ceux qui seraient parvenus à limer leur fer devaient commencer l'attaque. Mais malgré le travail opiniâtre de plusieurs nuits, le plus grand nombre des esclaves étaient encore incapables de prendre une part énergique à l'action. Aussi, 3 noirs robustes avaient la charge de tuer l'homme qui portait dans sa poche la clé des fers, et d'aller aussitôt délivrer leurs compagnons enchaînés. Ce jour-là, le capitaine Ledoux était d'une humeur charmante. Contre sa coutume, il fit grâce à un mousse qui avait mérité le fouet. Il complimenta l'officier de quart sur sa manœuvre, déclara à l'équipage qu'il était content, et lui annonça qu'à la Martinique, où ils arriveraient dans peu, chaque homme recevrait une gratification. Tous les matelots, entretenant de si agréables idées, faisaient déjà dans leur tête l'emploi de cette gratification. Ils pensaient à l'eau-de-vie et aux femmes de couleur de la Martinique, lorsqu'on fit monter sur le pont Tamango et les autres conjurés. Ils avaient eu soin de limer leurs fers de manière qu'ils ne parussent pas être coupés, et que le moindre effort suffit cependant pour les rompre. D'ailleurs, ils le faisaient si bien raisonner, qu'à les entendre, on eût dit qu'ils emportaient un double poids. Après avoir humé l'air quelque temps, ils se prirent tous par la main et se mirent à danser pendant que Tamango entonnait le chant guerrier de sa famille, qu'il chantait autrefois avant d'aller au combat. Quand la danse eut duré quelque temps, Tamango, comme épuisé de fatigue, se coucha tout de son long au pied d'un matelot qui s'appuyait nonchalamment contre les plabords du navire. Tous les conjurés en firent autant. De la sorte, chaque matelot était entouré de plusieurs noirs. Tout à coup, Tamango, qui venait doucement de rompre ses fers, pousse un grand cri qui devait servir de signal, tire violemment par les jambes le matelot qui se trouvait près de lui, le culbute, et lui mettant le pied sur le ventre, lui arrache son fusil, et s'en sert pour tuer l'officier de quart. En même temps, chaque matelot de garde est assailli, désarmé et aussitôt égorgé. De toutes parts, un cri de guerre s'élève. Le contremaître, qui avait la clé des fers, succombe un des premiers. Alors une foule de noirs inonde le tillac. Ceux qui ne peuvent trouver d'armes saisissent les barres du cabestan ou les rames de la chaloupe. Dès ce moment, l'équipage européen fut perdu. Cependant, quelques matelots firent tête sur le gaillard d'arrière. Mais il manquait d'armes et de résolution. Ledoux était encore vivant et n'avait rien perdu de son courage, s'apercevant que Tamango était l'âme de la conjuration. Il espéra que, s'il pouvait le tuer, il aurait bon marché de ses complices. Il s'élança donc à sa rencontre, le sabre à la main en l'appelant à grands cris. Aussitôt, Tamango se précipita sur lui. Il tenait un fusil par le bout du canon et s'en servait comme d'une massue. Les deux chefs se joignirent sur un des passes avant, ce passage étroit qui communique du gaillard d'avant à l'arrière. Tamango frappa le premier. Par un léger mouvement de corps, le blanc évita le coup. La crosse, tombant avec force sur les planches, se brisa,
et le contre-coup fut si violent que le fusil échappa des mains de Tamango. Il était sans défense, et le Doux, avec un sourire de joie diabolique, levait le bras et allait le percer. Mais Tamango était aussi agile que les panthères de son pays. Il s'élança dans les bras de son adversaire et lui saisit la main dont il tenait son sabre. L'un s'efforce de retenir son arme, l'autre de l'arracher. Dans cette lutte furieuse, ils tombent tous les deux, mais l'Africain avait le dessous. Alors, sans se décourager, Tamango, étreignant son adversaire de toute sa force, le mordit à la gorge, avec tant de violence que le sang jaillit comme sous la dent d'un lion. Le sabre échappa de la main défaillante du capitaine. Tamango s'en saisit, puis se relevant la bouche sanglante et poussant un cri de triomphe, il perça de coups redoublés son ennemi déjà demi-mort. La victoire n'était plus douteuse. Le peu de matelots qui restaient essayèrent d'implorer la pitié des révoltés. Mais tous, jusqu'à l'interprète, qui ne leur avait jamais fait de mal, furent impitoyablement massacrés. Le lieutenant mourut avec gloire. Il s'était retiré à l'arrière, auprès d'un de ces petits canons qui tournent sur un pivot, et que l'on charge de mitraille. De la main gauche, il dirigea la pièce, et de la droite, armé d'un sabre, il se défendit si bien qu'il attira autour de lui une foule de noirs. Alors, pressant la détente du canon, il fit au milieu de cette masse serrée une large rue pavée de morts et de mourants. Un instant après, il fut mis en pièces. Lorsque le cadavre du dernier blanc, déchiqueté et coupé par morceaux, eut été jeté à la mer, les Noirs, rassasiés de vengeance, levèrent les yeux vers les voiles du navire, qui, toujours enflés par un vent frais, semblaient obéir encore à leurs oppresseurs et mener les vainqueurs, malgré leur triomphe, vers la terre de l'esclavage. Rien n'est donc fait, pensèrent-ils avec tristesse, et ce grand fétiche des Blancs voudra-t-il nous ramener dans notre pays, nous qui avons versé le sang de ses maîtres? Quelques-uns dirent que Tamango saurait le faire obéir. Aussitôt, on appelle Tamango à grands cris. Il ne se pressait pas de se montrer. On le trouva dans la chambre de poupe, debout, une main appuyée sur le sabre sanglant du capitaine. L'autre, il l'attendait d'un air distrait, à sa femme Aïché, qui la baisait à genoux devant lui. La joie d'avoir vaincu ne diminuait pas une sombre inquiétude qui se trahissait dans toute sa contenance. Moins grossier que les autres, il sentait mieux la difficulté de sa position. Il parut enfin sur le tillac, affectant un calme qu'il n'éprouvait pas. Passé par 100 voies confuses de diriger la course du vaisseau, il s'approcha du gouvernail à pas lents, comme pour retarder un peu le moment qui allait, pour lui-même et pour les autres, décider de l'étendue de son pouvoir. Dans tout le vaisseau, il n'y avait pas un noir, si stupide qu'il fût, qui n'eût remarqué l'influence qu'une certaine roue et la boîte placée en face exerçaient sur les mouvements du navire. Mais dans ce mécanisme, il y avait toujours pour eux un grand mystère. Tamango examina la boussole pendant longtemps en remuant les lèvres, comme s'il lisait les caractères qu'il y voyait tracés. Puis il portait la main à son front et prenait l'attitude pensive d'un homme qui fait un calcul de tête. Tous les noirs l'entouraient, la bouche béante, les yeux démesurément ouverts, suivant avec anxiété le moindre de ses gestes. Enfin, avec ce mélange de crainte et de confiance que l'ignorance donne, il imprima un violent mouvement à la roue du gouvernail. Comme un généreux coursier qui se cabre sous l'éperon du cavalier imprudent, le beau brick L'Espérance bondit sur la vague à cette manœuvre inouïe. On eût dit qu'indigné, il voulait s'engloutir avec son pilote ignorant. Le rapport nécessaire entre la direction des voiles et celle du gouvernail étant brusquement rompu, le bateau s'inclina avec tant de violence qu'on eût dit qu'il allait s'abîmer. Ses longues vergues plongèrent dans la mer, plusieurs hommes furent renversés, quelques-uns tombèrent par-dessus bord. Bientôt, le vaisseau se releva fièrement contre la lame, comme pour lutter encore une fois avec la destruction. Le vent redoubla d'efforts et tout d'un coup, avec un bruit horrible, tombèrent les deux mâts, cassés à quelques pieds du pont, couvrant le tillac de débris et comme d'un lourd filet de cordage. Les nègres épouvantés fuyaient sous les écoutilles en poussant des cris de terreur. Mais comme le vent ne trouvait plus de prise, le vaisseau se releva et se laissa doucement balloter par les flots.
Alors, les plus hardis des Noirs remontèrent sur le tillac et le débarrassèrent des débris qui l'obstruaient. Tamango restait immobile, le coude appuyé sur l'habitacle et se cachant le visage sur son bras replié. Aïché était auprès de lui, mais n'osait lui adresser la parole. Peu à peu, les Noirs s'approchèrent. Un murmure s'éleva, qui bientôt se changea en un orage de reproches et d'injures. « Perfide! Imposteur !» s'écria-t-il. « C'est toi qui as causé tous nos maux. C'est toi qui nous as vendus aux Blancs. C'est toi qui nous as contraints de nous révolter contre eux. Tu nous avais vanté ton savoir. Tu nous avais promis de nous ramener dans notre pays. Nous t'avons cru, insensés que nous étions, et voilà que nous avons manqué de périr tous, parce que tu as offensé le fétiche des Blancs. » Tamango releva fièrement la tête, et les Noirs qui l'entouraient reculèrent, intimidés. Il ramassa 2 fusils, fit signe à sa femme de le suivre, traversa la foule, qui s'ouvrit devant lui, et se dirigea vers l'avant du vaisseau. Là, il se fit comme un rempart avec des tonneaux vides et des planches, puis il s'assit au milieu de cette espèce de retranchement, d'où sortaient menaçantes les baïonnettes de ses 2 fusils. On le laissa tranquille. Parmi les révoltés, les uns pleuraient, d'autres, levant les mains au ciel, invoquaient leurs fétiches et ceux des Blancs. Ceux-ci, à genoux devant la boussole, dont ils admiraient le mouvement continuel, la suppliaient de les ramener dans leur pays. Ceux-là se couchaient sur le tillac dans un morne abattement. Au milieu de ces désespérés, qu'on se représente des femmes et des enfants hurlant d'effroi, et une vingtaine de blessés implorant des secours que personne ne pensait à leur donner. Tout à coup, un nègre paraît sur le tillac. Son visage est radieux. Il annonce qu'il vient de découvrir l'endroit où les Blancs gardent leur eau de vie. Sa joie et sa contenance prouvent assez qu'il vient d'en faire l'essai. Cette nouvelle suspend un instant les cris de ces malheureux. Ils courent à la cambuse et se gorgent de liqueur. 1 heure après, on les eût vus sauter et rire sur le pont, se livrant à toutes les extravagances de l'ivresse la plus brutale. Leurs danses et leurs chants étaient accompagnés des gémissements et des sanglots des blessés. Ainsi se passa le reste du jour, et toute la nuit. Le matin, au réveil, nouveau désespoir. Pendant la nuit, un grand nombre de blessés étaient morts. Le vaisseau flottait, entouré de cadavres. La mer était grosse et le ciel brumeux. On tint conseil. Quelques apprentis dans l'art magique, qui n'avaient point osé parler de leur savoir-faire devant Tamango, offrirent tour à tour leurs services. On essaya plusieurs conjurations puissantes. À chaque tentative inutile, le découragement augmentait. Enfin, on reparla de Tamango, qui n'était pas encore sorti de son retranchement. Après tout, c'était le plus savant d'entre eux, et lui seul pouvait les tirer de la situation horrible où il les avait placés. Un vieillard s'approcha de lui, porteur de propositions de paix. Il le pria de venir donner son avis, mais Tamango, inflexible comme Coriolan, fut sourd à ses prières. La nuit, au milieu du désordre, il avait fait sa provision de biscuits et de chair salée. Il paraissait déterminé à vivre seul dans sa retraite. L'eau de vie restait. Au moins elle fait oublier, et la mer, et l'esclavage, et la mort prochaine. On dort, on rêve de l'Afrique, on voit des forêts de gommiers, des cases couvertes en paille, des baobabs dont l'ombre couvre tout un village. L'orgie de la veille recommença. De la sorte se passèrent plusieurs jours. Crier, pleurer, s'arracher les cheveux, puis s'enivrer et dormir. Telle était leur vie. Plusieurs moururent à force de boire. Quelques-uns se jetèrent à la mer ou se poignardèrent. Un matin, Tamango sortit de son fort et s'avança jusqu'au tronçon du grand mât. « Esclave, dit-il, l'esprit m'est apparu en songe et m'a révélé les moyens de vous tirer d'ici pour vous ramener dans votre pays. Votre ingratitude mériterait que je vous abandonnasse, mais j'ai pitié de ces femmes et de ces enfants qui crient. Je vous pardonne. Écoutez-moi. » Tous les Noirs baissèrent la tête avec respect et se serrèrent autour de lui. Les Blancs, poursuivit Tamango, connaissent seuls les paroles puissantes qui font remuer ces grandes maisons de bois. Mais nous pouvons diriger à notre gré ces barques légères qui ressemblent à celles de notre pays. Il montrait la chaloupe et les autres embarcations du brick. Remplissons-les de vivres,
Montons dedans, et ramons dans la direction du vent. Mon maître et le vôtre le fera souffler vers notre pays. » On le crut. Jamais projet ne fut plus insensé. Ignorant l'usage de la boussole et sous un ciel inconnu, il ne pouvait qu'errer à l'aventure. D'après ses idées, il s'imaginait qu'en ramant tout droit devant lui, il trouverait à la fin quelque terre habitée par les Noirs, car les Noirs possèdent la terre et les Blancs vivent sur leurs vaisseaux. C'est ce qu'il avait entendu dire à sa mère. Tout fut bientôt prêt pour l'embarquement, mais la chaloupe, avec un canot seulement, se trouva en état de servir. C'était trop peu, pour contenir environ 80 nègres encore vivants. Il fallut abandonner tous les blessés et les malades. La plupart demandèrent qu'on les tuât avant de se séparer d'eux. Les 2 embarcations, mises à flot avec des peines infinies et chargées outre mesure, quittèrent le vaisseau par une mer clapoteuse qui menaçait à chaque instant de les engloutir. Le canot s'éloigna le premier. Tamango, avec Aïché, avait pris place dans la chaloupe, qui, beaucoup plus lourde et plus chargée, demeurait considérablement en arrière. On entendait encore les cris plaintifs de quelques malheureux abandonnés à bord du brick, quand une vague assez forte prit la chaloupe en travers et l'emplit d'eau. En moins d'1 minute, elle coula. Le canot vit leur désastre, et ses rameurs redoublèrent d'efforts, de peur d'avoir à recueillir quelques naufragés. Presque tous ceux qui montaient la chaloupe furent noyés. Une 12aine seulement put regagner le vaisseau. De ce nombre étaient Tamango et Aïché. Quand le soleil se coucha, ils virent disparaître le canot derrière l'horizon. Mais ce qu'il devint, on l'ignore. Pourquoi fatiguerais-je le lecteur par la description dégoûtante des tortures de la faim ? 20 personnes environ sur un espace étroit, tantôt ballottées par une mer orageuse, tantôt brûlées par un soleil ardent, se disputent tous les jours les faibles restes de leurs provisions. Chaque morceau de biscuit coûte un combat, et le faible meurt, non parce que le fort le tue, mais parce qu'il le laisse mourir. Au bout de quelques jours, il ne resta plus de vivants à bord du brick l'Espérance que Tamango et Aïché. Une nuit, la mer était agitée, le vent soufflait avec violence, et l'obscurité était si grande que de la poupe on ne pouvait voir la proue du navire. Aïcha était couchée sur un matelas dans la chambre du capitaine et Tamango était assis à ses pieds. Tous les 2 gardaient le silence depuis longtemps. « Tamango » s'écria enfin Aïché. « Tout ce que tu souffres, tu le souffres à cause de moi. »« Je ne souffre pas, » répondit-il brusquement, et il jeta sur le matelas, à côté de sa femme, la moitié d'un biscuit qui lui restait. « Garde-le pour toi, » dit-elle en repoussant doucement le biscuit. « Je n'ai plus faim. D'ailleurs, pourquoi manger? Mon heure n'est-elle pas venue ?» Tamango se leva sans répondre, monta en chancelant sur le tillac et s'assit au pied d'un mât rompu. La tête penchée sur sa poitrine, il sifflait l'air de sa famille. Tout à coup, un grand cri se fit entendre au-dessus du bruit du vent et de la mer. Une lumière parut. Il entendit d'autres cris, et un gros vaisseau noir glissa rapidement auprès du sien, si près que les vergues passèrent au-dessus de sa tête. Il ne vit que 2 figures éclairées par une lanterne suspendue à un mât. Ces gens poussèrent encore un cri, et aussitôt leur navire, emporté par le vent, disparut dans l'obscurité. Sans doute les hommes de garde avaient aperçu le vaisseau naufragé, mais le gros temps les empêchait de virer de bord. Un instant après, Tamango vit la flamme d'un canon et entendit le bruit de l'explosion. Puis il vit la flamme d'un autre canon, mais il n'entendit aucun bruit. Puis, il ne vit plus rien. Le lendemain, pas une voile ne paraissait à l'horizon. Tamango se recoucha sur son matelas et ferma les yeux. Sa femme Aïché était morte cette nuit-là. Je ne sais combien de temps après, une frégate anglaise, la Bellone, aperçut un bâtiment dématé et en apparence abandonné de son équipage. Une chaloupe l'ayant abordé, y trouva une négresse morte et un nègre si décharné et si maigre qu'il ressemblait à une momie. Il était sans connaissance, mais avait encore un souffle de vie. Le chirurgien s'en empara,
lui donna des soins, et quand la Bellone arriva à Kingston, Tamango était en parfaite santé. On lui demanda son histoire, et il dit ce qu'il en savait. Les planteurs de l'île voulaient qu'on le pendît comme un nègre rebelle. Mais le gouverneur, qui était un homme humain, s'intéressa à lui, trouvant son cas justifiable, puisqu'après tout, il n'avait fait qu'user du droit de légitime défense. Et puis ceux qui l'avaient tué n'étaient que des Français. On le traita comme on traite les nègres pris à bord d'un vaisseau négrier que l'on confisque. On lui donna la liberté, c'est-à-dire qu'on le fit travailler pour le gouvernement. Mais il avait 6 sous par jour et la nourriture. C'était un fort bel homme. Le capitaine du 75e le vit et le prit pour en faire un cymbalier dans la musique de son régiment. Il apprit un peu d'anglais, mais il ne parlait guère. En revanche, il buvait avec excès du rhum et du tafia. Il mourut à l'hôpital d'une inflammation de poitrine. Bonjour et bienvenue à la ressource de l'écrivain et dans ce 3e vlog lecture sur une nouvelle de Prosper Mérimée. Je pense que j'avais sélectionné un petit peu les nouvelles en fonction de leur thématique, sauf que j'ai fait ça il y a quelques semaines, donc je m'en souvenais plus évidemment. À part des nouvelles que je connaissais plus ou moins du genre Carmen ou La Vénus d'Île ou Colomba. Ce qui veut dire que, je me souvenais plus que ça concernait l'esclavage. Il y a eu une adaptation de Tamango en 1958 par John Berry. Alors la nouvelle ne semble pas avoir rencontré la faveur du public. Ok. Et ben moi je trouvais pas... Je vous lis un petit bout la fiche Wikipédia, elle n'est pas très très grosse. Cette œuvre constitue un véritable réquisitoire contre l'esclavage et la traite négrière, ce qui n'empêche pas le récit de véhiculer bon nombre de clichés racistes de l'époque, sauvagerie animale des Noirs dans les combats, naïveté des populations. Mérimée donne à cette page sombre de l'histoire humaine la figure forte et cruelle de Tamango, guerrier noir négrier, réduit en esclavage, et le visage plus ordinaire de Ledoux, capitaine blanc, négrier habile et froid. Il y a une petite explication à la fin du résumé de la nouvelle qui dit « Prosper Mérimée, proche des milieux abolitionnistes, évoque certains de leurs textes. La description du navire négrier, le Brooks de Thomas Clarkson, les voyages à l'intérieur de l'Afrique, 1799 de Mungo Park, ou encore les ouvrages de l'abbé Raynal et de l'abbé Prévost. » L'abbé Prévost, c'est l'auteur de Manon Lescaut, qui, pour moi, là, c'était plus clair qu'il dénonçait la déportation, donc c'est le terme qui était utilisé, pour dire que, en gros, les délinquants ou les criminels qui avaient commis des crimes en France, ou ça pouvait être aussi également en Angleterre, étaient déportés dans les colonies plutôt que d'être enfermés en France métropolitaine ou en Angleterre. Et c'était une manière aussi de coloniser les nouvelles terres en apportant plus de blancs et avoir une main-d'œuvre pas chère. Faut pas se leurrer. Est-ce qu'il y a des notes et des références ? Alors, il y a un article de Carpanin Marie Moutou, traite négrière, esclavage et personnages noirs, blancs, troubles, palimpseste et fantômes de la narration. C'était sur l'université de La Réunion. Bon, alors c'est un article qui fait 18 pages à peu près, mais il y a la page de garde aussi. Je vous le mettrai en note d'information. C'est de l'Open Science de HAL, H-A-L, j'avais déjà trouvé des trucs comme ça. Enfin bref, alors au tout début de la nouvelle, j'ai vraiment pas senti la dénonciation. On était vraiment, je trouve, dans quelque chose de réaliste, ce qui constitue un petit peu notre imaginaire par rapport à ce qu'était l'esclavage. Et Mérimée, c'était un contemporain. La fin de l'esclavage en France, c'est en 1848, et ça, c'est une nouvelle de 1829. 1833, l'Angleterre abolit l'esclavage et c'est fini en 1840. Bon, je vous dis juste des trucs je suis même pas sur l'article. Hein. Wiki dit que l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni est un processus qui trouve son aboutissement entre 33 et 38.
Donc, dès la fin du XVIIIe siècle, on a un puissant mouvement abolitionniste, notamment dans les milieux non conformistes. Ok. Donc, alors je sais pas vous, moi j'avais pas franchement, j'ai pas vraiment perçu le côté dénonciation au début de la nouvelle. Je trouve que on a une caractérisation des personnages où ils sont un petit peu tous des connards. Les personnages qui sont nommés, pas Aïché. Aïché, je la mets à part. Mais on voit un petit peu l'empreinte aussi blanche sur les populations colonisées avec l'alcool, l'utilisation de l'alcool, qui a ravagé, mais alors des populations entières, ça ravage encore des populations maoris en Nouvelle-Zélande. Je vous conseille pour ça, je vais vous mettre des liens en barre d'informations. Il y avait un film que j'ai vu qui devait être dans la langue maori peut-être, sous-titré en espagnol. Donc c'était un truc complexe à comprendre parce que l'espagnol, je le maîtrise moins que l'anglais. Et disons que quand vous écoutez un truc dont la langue est différente de la vôtre et différente de ce qui est écrit, c'est super compliqué à comprendre. Mais ça s'appelait We Were Warriors, avec l'accent s'il vous plaît. Donc ça dénonçait un petit peu la grande précarisation des populations maoris. C'était peut-être en Nouvelle-Zélande, je doute. Je dis maori, mais on va dire c'est le Pacifique. Les grands costauds, en gros. C'est En terre aborigène, rencontre avec un monde ancien de François Ginet. C'est un bouquin qui est paru à Latitude Albin Michel. Donc c'est un livre des années 90, aventure d'un Français auprès des groupes aborigènes du centre de la terre d'Arnhem dans les années 90. Donc la couverture est superbe d'ailleurs. Et c'est un livre qui va vous parler autant des coutumes aborigènes, de leur mode de vie, etc. Et aussi notamment des ravages de l'alcoolisme aussi dans cette population-là. Et on peut en parler aussi de l'alcoolisme dans les populations natives américaines. J'ai lu quelques bricoles aussi sur... j'ai pas d'exemple en tête tout de suite, mais j'ai... l'alcool, en fait, c'était une monnaie d'échange. L'alcool frelaté pouvait être donc un alcool qui est empoisonné parce que il y a une réaction chimique qui s'est faite de travers ou qui a été mal faite ou je sais plus exactement et ça rend un alcool impropre à la consommation. C'était fait notamment quand il y avait de l'alcool traditionnel, par exemple pendant la prohibition, donc dans les années 30, si je me plante pas, aux États-Unis, ou comme dans une partie des États-Unis, il n'y avait pas le droit de vendre d'alcool et que les gens ils voulaient quand même en consommer. Il y a des amateurs qui les faisaient, il y avait de la demande, les gens les achetaient, mais en gros ça empoisonnait les gens. Et je sais pas exactement si ça les tuait, mais c'était hyper dangereux. Et donc l'alcool, c'était vraiment une monnaie d'échange. Je reviens en fait sur la colonisation, etc. Alors je vous préviens, je suis vraiment loin d'être une spécialiste, hein. Je vais vous dire surtout les vagues connaissances que j'ai et qui sont un peu des trucs, des principes un peu généraux. Mais je sais que l'alcool en fait a été amené un peu partout où les blancs ont mis le pied et ont colonisé et parce qu'il me semble que par exemple chez les natifs américains, ils devaient consommer un alcool qui ressemblait peut-être à de la bière, donc quelque chose de pas très fort, et ils se sont retrouvés à boire du whisky quoi. Donc ça fait une petite marche. Il y a des populations aussi qui n'avaient peut-être pas non plus usage de choses psychotropes dans leur rite, ce qui faisait qu'ils étaient plus, plus sensibles en fait à l'alcool. Voilà. Je m'arrête là. Je veux commencer à dire des bêtises parce que je vais m'aventurer dans des choses que je ne connais pas. Mais j'ai trouvé donc que cette nouvelle était, je pense qu'elle est très bien sourcée. Enfin, que Mérimée s'est vraiment documentée à ce sujet-là. Bon, Aïché, elle sert juste
d'enjeux entre Tamango et entre Tamango et le Doubs, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui et quand moi qui lis ça et qui n'ai pas du tout ces convictions-là, c'est super dur à lire, je trouve, parce que je résiste fort, quoi. Je résiste fort parce que je suis pas du tout d'accord avec le Doubs, parce que pour moi, il n'y a pas un peuple qui est au-dessus des autres, parce que l'esclavage, c'est juste un scandale, et que ça a duré des plombes. Euh, J'avais fait des recherches un moment sur la conquête espagnole en Amérique latine, et je sais qu'il y avait l'abbé Bartolomeo de las Casas, qui en fait, quand les Espagnols sont arrivés, puis les Portugais, peut-être en moindre mesure aussi les Français, les Anglais, peut-être les Néerlandais en Amérique latine. Las Casas, en fait, il était un peu outragé du fait que les populations amérindiennes de l'Amazone, par exemple, étaient réduites en esclavage. Et comme c'est des populations, ça je l'avais lu dans des bouquins, où, si vous voulez, ils n'ont pas besoin de beaucoup de travailler pour subvenir à leurs besoins qui sont juste besoin de s'abriter, d'être en sécurité, de manger, etc. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une forêt qui leur file tout. Il y a, ils font de la cueillette, ils font de la chasse, ils construisent des abris, enfin des villages. C'est plutôt des villages en fixe, il me semble. C'est pas trop itinérant. Mais enfin, ils vivent vraiment en harmonie avec la forêt amazonienne. Et Las Casas, en fait, il s'est rendu compte que réduire en esclavage ces populations-là, qui n'étaient pas habituées à travailler beaucoup dans la journée pour subvenir à leurs besoins, parce que comme je vous disais, il y avait tout ce qu'il fallait autour d'eux, que ça ne demandait pas non plus un travail fou, parce que c'est une forêt qui est giboyeuse, il y a j'ai presque tendance à dire des fruits et légumes partout, mais enfin, ils connaissent complètement leur environnement, et ce qui faisait que réduit en esclavage et pour servir de mineur dans des mines d'argent, par exemple à Potosi, donc je sais plus si c'est le nom d'une mine ou d'une petite région, euh, ils devaient travailler très longtemps, rudement, avec un sacré rythme, et en fait ils mouraient à tour de bras. Et donc ce gars-là, Bartolomeo de las Casas, il s'est dit oulala, mais ils vont tous mourir, c'est horrible. Donc il a voulu militer entre guillemets pour que le pape reconnaisse une âme aux Indiens, à ces populations-là, ce qui a été fait et ce qui a mis un sacré coup d'accélérateur pour l'esclavage des peuples africains qui n'avaient pas d'âme à l'époque. Voilà. Bah, bon, mais je trouve que c'est passionnant à apprendre, mais il y a un côté qui est super rude, quoi. C'est... Après, évidemment, je réagis comme ça parce que je réagis avec euh, mon regard de femme du 21e siècle qui est arrivée à la moitié de sa vie et qui se dit c'était quand même pas très gentil l'esclavage. Je fais des grosses grimaces, je roule des yeux. Mais enfin, c'était complètement inhumain. Et puis le principe de base de se dire que tel peuple est supérieur aux autres, rien que ça, c'est complètement débile. Enfin, bon, j'ai pas encore très bien compris l'intérêt des frontières, mais essayez pas de m'expliquer, ça, me, ça va me passer au-dessus. Mais donc, je trouve que c'est... Pour avoir lu, par exemple, Tituba de... Attendez, il est là. Je l'ai lu en audio, lui, je l'ai lu en... Ça tombe, ça va retomber encore. C'est bon. Euh, Moi, Tituba sorcière de Marie Scondé. Donc c'est un livre que j'ai écouté en livre audio et que j'ai peut-être acheté d'occasion. Non, il m'a l'air assez neuf. Oui, il sent bon. Il est... Moi j'ai un doute. Enfin bref, ce livre-là est absolument génial et a été écrit pardon, par Maryse Condé. C'est un occasion, il était à 1 euro.
Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Marie Scondé, c'est une autrice guadeloupéenne qui vit maintenant aux États-Unis. Elle a écrit une douzaine de romans à l'époque. Et ce bouquin est absolument génial. Et en fait, on retrouve des éléments qui apparaissent en fait dans cette nouvelle, dans Tamango, et le fait notamment que les Blancs, en fait, ils n'allaient pas forcément dans les terres aller chercher des Noirs à réduire un esclavage, parce qu'il y avait, il y avait des populations africaines enfin des populations noires qui allaient chercher d'autres populations noires parce que bah, ils avaient des avantages avec les blancs, on leur donnait de l'alcool, des armes, des tissus, de la verroterie, etc. Et il y avait aussi les populations arabo-musulmanes, si c'est le terme, qui faisaient le même boulot. Pour moi, c'était plus l'esclavage dans l'Afrique de l'Ouest. Mais ouais, c'est une histoire qui est terrible, qui est vraiment terrible. Si ça vous... Moi, j'habite à côté de Nantes, qui était un port négrier. Et si ça vous intéresse, je vais vous mettre le site de plusieurs choses. Il y a le mémorial de l'esclavage. Bon, si vous visitez Nantes, honnêtement, je trouve que c'est pas un truc qui est très fou. Il y a un jardin du souvenir qui est très bien. C'est un jardin en bord de Loire où, en gros, parmi les pavés, on a des espèces de petits cartouches avec le nom des navires négriers. On a ça, c'est dans le jardin. Et le mémorial, en fait, c'est assez bizarre. Il y a, c'est un espèce de souterrain avec de la lumière et c'est très froid. Et il y a le nom, enfin, il y a un petit récap en gros sur ce qu'est l'esclavage, etc., sur ce qu'était l'esclavage, qui est sourcé. Mais en fait, ce que je préfère au niveau de. C'est au musée du Château des Ducs de Bretagne. Il y a une partie du musée qui est consacrée à l'esclavage, justement, et qui est très bien faite parce que c'est comme si on entrait dans un navire négrier, dans le fameux entrepont. Et on a des bateaux, par exemple, négriers qui sont en coupe avec les fameux entreponts où ils ont juste de quoi tenir assis, qui sont comme des sardines les uns à côté des autres. S'il y a un petit bout de place, on va en mettre deux, trois. C'était vraiment horrible. Il y a des petits documentaires vidéo et audio. Mais oui, vraiment, si vous visitez Nantes, je vous conseille fort fort le musée du Château des Ducs de Bretagne. Consacrez-y une journée, prenez votre temps. Et c'est là, par exemple, que j'ai appris que les créoles, les boucles d'oreilles créoles, c'était une marque de propriété euh, qu'un esclave qui habitait peut-être dans les plantations ou qui était peut-être ici aussi, parce qu'il y en a eu qui ont été amenés en France métropolitaine, et du coup les propriétaires blancs faisaient porter des créoles à leurs esclaves noirs. Il y a notamment comment dire, des tableaux d'époque qui sont assez glaçants. On peut avoir des tableaux aussi où il y avait je vais essayer de vous trouver quelques exemples. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations si vous avez envie de jeter un œil. Mais tout ça pour dire que Tamango, ça a vraiment un goût de réaliste. Sachant que c'est écrit par un contemporain de l'esclavage. C'est écrit en 1829 quand l'esclavage avait encore cours, parce que c'est fini en 1848 pour la France. Et ouais, bah c'est rude, c'est quand même assez rude à lire, quoi. C'est rude à lire, mais et oui, il y a, effectivement, comme dit la personne qui a écrit l'article Wikipédia, il y a quand même des notions racistes qui sont amenées. Le fait que ce sont des populations qui sont bêtes, enfin, là, ça devait être plein d'ethnies différentes qui parlaient pas forcément la même langue, donc évidemment qui comprennent pas ce qui se passe, quoi. Enfin bref, c'est pas évident. Je connais pas très bien après les populations noires africaines. Euh,
je connais pas très bien, hein. Là, il parlait des Peuls à un moment, il parlait du Wolof. Et je me suis plantée d'ailleurs parce que je pensais que le Wolof c'était beaucoup plus bas, vraiment vers l'Afrique du Sud. Je connais pas bien. Mais c'est vraiment une thématique qui m'intéresse. Moi, j'aimerais bien un jour écrire une espèce de romance, pourquoi pas historique, ou entre à la période du déclin de l'esclavage, entre peut-être à La Rochelle, peut-être à Nantes. La fille, pardon, d'une famille qui a construit sa fortune sur la traite, qui commence à se dire que c'est peut-être pas très sympa, pas très éthique tout ça, et qui va, pourquoi pas, rencontrer un petit peu fréquenter ou entendre des choses qui viennent des abolitionnistes, et puis qui va commencer à réfléchir un petit peu à l'histoire. Si vous voulez d'autres idées de livres où on parle un petit peu d'esclavage, vous avez à peine nommé, c'est juste nommé une fois ou deux, Mansfield Park de Jane Austen. Fanny dans Mansfield Park, elle vit chez son oncle qui l'a accueillie parce que c'est une cousine pauvre et parce qu'il est bien sympa. C'est pas vrai. Et bref, tonton, il a une petite plantation à Antigua. C'est juste nommé. Donc on n'a absolument rien de Jane Austen sur l'esclavage. Ça veut pas dire qu'elle le valide, ça veut pas dire qu'elle était d'accord avec. C'est peut-être qu'elle sait pas trop comment l'aborder. Et puis c'est un bouquin qui date du 1815 par là, 1820. 1820. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre en rapport à l'esclavage? C'est beaucoup plus, enfin beaucoup plus, c'est un peu plus abordé dans une adaptation des années 90-2000 de Mansfield Park. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je réfléchis. Il y a évidemment Racine. Racine, je l'ai récupéré en boîte à livres et ça avait été adapté en mini-série télévisée il y a longtemps, hein, j'étais petite. C'est dur. Racine, c'est dur. On parle de l'esclavage aussi dans American Gods de Anansi Boys et surtout de Neil Gaiman. Donc je sais que Neil Gaiman, il est plus trop en odeur de sainteté, mais il en parle. Et aussi dans l'adaptation télé. Euh, Il y a quelque chose de récent que j'ai pas vu qui s'appelle Tunnel quelque chose. Parce que je pense que pour quitter les États du Sud et aller dans les États où l'esclavage avait été aboli aux États-Unis, il passait par des tunnels. Donc il y avait un truc comme ça. Je vous retrouverai, je mettrai en barre d'informations. Je vais m'arrêter là parce que je suis crevée. J'aurais pas dû lire ce soir, je suis fatiguée. J'ai pas été sage. Et donc la prochaine fois, ça sera l'enlèvement de la Redoute. Donc, oh bah, l'enlèvement de la Redoute, ça va être petit. Je pense qu'on va être sur un truc de peut-être une demi-heure. Ce qui est très bien. Et après, ce sera la Vénus d'Île et Colomba. J'ai un petit peu... j'ai un peu alterné pour que la Vénus d'Île... Enfin, pour pas mettre les deux nouvelles fantastiques côte-côte. Donc, Lokis que j'ai écouté, que j'ai enregistré la semaine dernière. Je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour la suite de la partie 2 des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Peut-être qu'on pourra parler d'esclavage dans ce livre-là. Je suis pas sûre pour le moment, mais peut-être. Et mercredi prochain, je sais pas encore ce que je fais comme vidéo. Donc à tout bientôt. Très bon samedi à vous. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de lecture sur l'esclavage. Parce que moi, par exemple, je vous montre très rapidement. J'avais acheté ça au musée des Ducs de Bretagne que j'ai pas lu encore. C'est Libre de couleur de Frédéric Régent, Les affranchis et leurs descendants en terre d'esclavage, 14 au 19e siècle. Et je pense que d'ailleurs, ça montre aussi des personnes qui sont métissées, les deux personnes blanches là. Enfin, les deux personnes qui sont habillées en blanc. C'est aux éditions Taillandier et on est vraiment plus sur un documentaire. Mais ils ont une sacrée bibliothèque au musée des Ducs de Bretagne, il y a plein de trucs. Je vous mets tout ça en barre d'informations. N'hésitez pas à regarder. À tout bientôt. Salut!